Rome, la ville des 7 collines, Roma Eterna, la ville éternelle, a créé un immense empire qui a duré plus de 500 ans, de la Syrie jusqu'à l'Atlantique, des déserts du Maroc jusqu'à l'Écosse. Elle a su offrir à l'intérieur de ses frontières une relative Pax Romana durant les 2 premiers siècles de notre ère. Mais Rome a bien sûr commencé son expansion dans la péninsule italienne même, où se trouvaient au début également bien d'autres populations, dont plusieurs tribus de Celtes gaulois au nord, qui étaient un danger permanent pour la jeune République romaine, déjà depuis le IVe siècle avant notre ère. Plongeons vers la région du Val d'Aoste occupée par les Celto-Ligures, appelés les Salas. Les légions de Rome étaient arrivées au fil du temps à s'imposer jusqu'au pied du sud des Alpes et avaient déjà fondé une ville du nom d'Ivrea. Les Salas se réfugièrent plus haut dans les Alpes où ils continuèrent à résister quelque temps, protégés par les reliefs. Mais décidés à repousser le danger le plus loin possible de leur capitale, les Romains investirent les Alpes plus en profondeur et finirent par soumettre ces Celtes. Une ville-garnison a été fondée sous le règne d'Auguste, en lieu et place de l'ancienne capitale des Salas, à l'embranchement des 2 vallées, ville qui portera le nom d'Augusta Praetoria, plus tard Aosta. Comme on peut le voir sur cette image, Augusta Praetoria Salassorum, fondée en 25 avant Jésus-Christ, a été conçue en damier. Si le double temple du forum a disparu, le cryptoportique, quant à lui, comme son nom l'indique, portique caché, est toujours bien présent, avec ses longues galeries qui devaient, entre autres, servir d'entrepôt, car la température était relativement constante à l'intérieur de ces murs. Le théâtre, dont une des façades est toujours debout, imposante. Il en va de même de la porte prétorienne, à l'entrée de la ville, ainsi que de l'Arc de Triomphe. Nemausus, aujourd'hui Nîmes, est une autre cité qui se romanise sous le règne du premier empereur romain, Auguste. Elle existait déjà avant, car des sources d'eau abondantes, au pied de la colline du Cavalier, ont attiré les Volsques arécomiques, peuplades de Celtes, qui s'y installent déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ces nouveaux habitants divinisent cette grande fontaine du nom du dieu Nemausus. Sur la colline la surplombant, une tour sera construite, la tour Magne, qui se développera ensuite à la période romaine. Ces premiers habitants, ces Celtes, vont être stupéfaits, en 218 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils verront passer au loin les éléphants d'Hannibal se dirigeant vers Rome pour la surprendre par le nord lors de la Deuxième Guerre punique. Au siècle suivant, la ville naissante va s'ouvrir au contact avec Rome, laissant passer la Via Domitia, reliant l'Espagne à l'Italie, puis en devenant une colonie romaine proprement dite au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est depuis Auguste et les empereurs suivants que la ville va se doter de bâtiments historiques, de prestige, qui sont aujourd'hui parmi les mieux conservés de l'histoire antique. La maison carrée. Ce temple romain, d'inspiration grecque avec ses colonnes corinthiennes, date du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est pour l'empereur régnant Auguste, qui le dédie à ses petits-enfants. Il prend le nom de maison carrée, car il est construit en hexastyle, à savoir qu'il a sur sa façade de devant 6 colonnes qui sont reproduites 2 fois, plus une, à savoir 13 colonnes, de chaque côté.
Mais si celui de Nîmes a bien 6 colonnes sur la façade avant, et que sur les côtés, il y en a effectivement le double, cette fois-ci, il y a une colonne de moins à l'équation, à savoir 12 moins 1, donc 11 colonnes de chaque côté. Il existe également des temples construits sur le même principe, mais avec 8 colonnes sur la façade avant, qu'on appelle octostyles, ou avec 10 colonnes, décastyles, etc. La maison carrée de Nîmes est, semble-t-il, le temple antique le mieux conservé à ce jour. L'amphithéâtre, ou arène de Nîmes. Cet édifice a été construit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Domitien, deuxième fils de l'empereur Vespasien. Il fait 133 mètres sur 101, c'est-à-dire à peu près les 2/3 du Colisée, construit environ 25 ans plus tôt sous Vespasien, justement. Le Colisée est évidemment le plus grand amphithéâtre de tout l'Empire. Seulement, les arènes de Nîmes sont dans un état de conservation bien meilleur que son grand frère de la capitale. La tour Magne. Édifiée par les premiers habitants du lieu, les Volques arécomiques, elle se situe volontairement au-dessus de la source sacrée dédiée à leur dieu, Nemausus, indiquant ainsi l'existence du sanctuaire au pied de la colline. Mesurant à l'origine 18 mètres en pierre sèche, les Romains, loin de la détruire, l'ont au contraire intégrée à une tour plus élevée de 36 mètres, faisant partie d'un mur d'enceinte autour de la ville, mur comprenant 80 autres constructions du même type. Elle offrait une vue imprenable et stratégique sur toute la région. Quatrième et dernier des principaux éléments de la ville de Nîmes, le temple de Diane se situe en partie à l'intérieur du mont Cavalier, au pied de la tour Magne. Il est la suite romaine du culte gaulois consacré à Nemausus dans le sanctuaire de la source divine. On le date lui aussi de l'époque d'Auguste, au 1er siècle après Jésus-Christ, même s'il semble que certains éléments extérieurs aient été remodelés par la suite au 2e siècle. Arles, ou Arellat, est probablement incorporée à la Gaule narbonnaise romaine, vers 118 avant notre ère. Elle a soutenu Jules César en 46 avant Jésus-Christ dans sa guerre contre Marseille et elle sera récompensée de son assistance en devenant une colonie romaine. La colonie romaine, rappelons-le, est une ville ou une région organisée par Rome et qui devient comme une Rome en miniature avec ses édifices publics et ses magistrats. Ses habitants libres deviennent de facto des citoyens romains. Cette nouvelle situation marque pour Arles le début de son ascension, d'abord au sein de la République romaine, puis de l'Empire, et cela pour environ 400 ans. Elle grandira en taille et en importance, se dotant de remparts et de monuments prestigieux. Durant la crise du IIIe siècle, dans les années 250 à 280 après Jésus-Christ, période où les empereurs romains se succèdent à une rapidité inquiétante et décédant souvent de morts violentes, elle doit faire face également à des invasions barbares. La ville subira des dommages imputés aux incursions d'Alamans. Ce n'est qu'à partir de l'empereur Dioclétien, en 284, que la stabilité dans l'Empire reviendra progressivement, et son successeur proche, l'empereur Constantin, contribuera à l'essor politique, administratif et religieux de la ville d'Arles, en y organisant notamment un concile en 314 promulguant les premières tolérances religieuses à l'égard des chrétiens. Constantin en fera également une des capitales de l'Empire. En l'an 407, Arles accueille la préfecture du prétoire, préfecture venant de la ville de Trèves. Cette dernière n'étant plus sûre car située aux frontières de l'Empire, frontières du Rhin où les grandes invasions ont commencé
depuis l'hiver 406 à 407, grâce au gel du fleuve. Les avancées progressives des envahisseurs vont faire de la ville un refuge pour les Romains pris en tenaille face aux Visigoths, à gauche sur la carte, s'installant en Aquitaine puis dans le sud-ouest et aussi en Espagne, ainsi que les Ostrogoths, à droite sur la carte, prenant possession de l'Italie durant ce remuant IVe siècle. Voilà. Vous avez eu un petit aperçu de villes qui ont toutes les trois débuté à l'époque de l'Empire et qui ont connu des trajectoires différentes, des destins différents et des heures de gloire différents à cette période de l'histoire antique.